cette soirée, cette séance, avec l'invité de marque qui est Miguel Benassayag, qui est franco-argentin. Et bon, je rentre dans le vif du sujet. Vous êtes venu ici pour discuter de son dernier livre qui s'appelle donc Cerveau augmenté, l'homme diminué. Et dans la thématique, on a mis un point d'interrogation. On va problématiser là, le livre est sans point d'interrogation. D'abord, il est philosophe, il est aussi psychanalyste, et troisièmement, clinicien. Il est auteur d'une trentaine de livres, ça fait quand même pas mal. Il a fondé un collectif qui s'appelle Malgré tout. C'est un collectif qui s'occupe d'STF, d'autres marginaux. Il s'intéresse évidemment beaucoup à la biologie, au transhumanisme, au cerveau, aux neurosciences. Et il a animé aussi plusieurs universités populaires dans les banlieues parisiennes, comme la Courneuve, Ris-Orangis, et aujourd'hui ça continue à Montreuil, à la MJC de Montreuil. Et il a fait aussi des animations d'une coopérative à Florence, en Italie. Sa question qu'il pose dans ce livre et ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on perd en humanité en suivant ou en courant un peu trop après les promesses d'un cerveau augmenté. Et juste encore l'exemple, moi j'ai lu ce livre et avec beaucoup d'intérêt, il est plus facile que d'autres qu'il a écrit, et je vous le recommande parce qu'on apprend quand même pas mal de choses. Et ce que moi j'ai retenu, c'est par exemple cet exemple sur la mémoire. La mémoire, la mémoire c'est évidemment on peut l'augmenter avec une prothèse. On peut stocker comme dans un ordinateur sans limite les informations. Mais après, qu'est-ce qu'une mémoire humaine fait de ces informations? Les souvenirs, par exemple, elle hiérarchise les informations ou les souvenirs. Ça, un ordinateur ne peut pas le faire. Donc, il y a plein de différences comme ça, qui sont de l'ordre du vivant, entre le vivant et le numérique. Bon, il y a un hiatus. Donc, je lui laisse la parole. Merci pour votre attention. Bonsoir, merci pour l'invitation. Presque tout ce qu'on dit est vrai, presque. Mais bon. Et au fait, par rapport à ce qui était dit, grosso modo, de sujets abordés, c'est vrai que je travaille depuis très très longtemps dans une interface de recherche entre la biologie et l'épistémologie, pour dire comme ça. Hein. Et j'ai travaillé beaucoup avec les mondes sourds, avec la culture sourde, hein, autour de l'implant cochléaire, la culture sourde, tout ça, etc. Mais je vais faire une présentation un tout petit peu de mon travail actuel, voir un peu si après des choses vous intéressent pour dialoguer. Alors, si je dois présenter un tout petit peu ce qui est l'axe central de ma recherche depuis un certain temps, et qui, bon, oriente un peu ces dernières publications, et celles que je suis en train de finir maintenant, est un peu paradoxal parce qu'on est dans un moment dans lequel on n'a jamais autant connu de mécanismes du vivant. C'est-à-dire, quand moi j'ai commencé mes études de médecine, par exemple, pour connaître quelque chose sur le cerveau, on avait les tranches, c'est-à-dire qu'on avait des cerveaux coupés en tranches, on identifiait les zones, alors des cerveaux tout gris, parce que les formules, ou sinon l'électroencéphalogramme, dans lesquels on interprétait des ondes, ça s'utilise encore, l'électroencéphalogramme, mais bon, enfin. Aujourd'hui, pour étudier le cerveau, qui est ce que je travaille, neurophysiologie du cerveau, pour étudier le cerveau, on a, que ce soit le cerveau électrique ou le cerveau chimique, on a une telle précision qu'on peut effectivement connaître quel neurone va s'allumer, se déclencher pour penser le numéro 5, quels sont les circuits qui se déclenchent
quand on est en train de penser à quelque chose de complexe, quels sont les réseaux qui vont s'activer dans des rapports d'affection, d'amour, etc. Bon. C'est-à-dire qu'on connaît effectivement du vivant, sans parler, bon, en fait le laboratoire à Buenos Aires c'était de biologie moléculaire, hein, c'était, voilà. Et alors, donc, on connaît en génie génétique des choses que, voilà, vous imaginez la révolution qui est aujourd'hui, nos connaissances des génomes, etc. Quand on pense que la découverte de la double hélice hein, est de 53, hein, c'est-à-dire, alors ça semble très loin, mais c'est rien, c'est-à-dire quand même les sauts qui a donné nos connaissances, n'est-ce pas? Alors, on connaît énormément de mécanismes du vivant, on agit sur le vivant, on fait des choses vraiment incroyables aujourd'hui, et paradoxalement, on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est la vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qu'on pourrait nommer le phénomène de la vie, le vivant, ne possède absolument aucune définition concrète aujourd'hui parce que, comme dirait Jean Petitot, l'épistémologue français, il dit qu'il n'y a aucune dignité, va dire lui, du vivant, il y a simplement une articulation des particules élémentaires qui, à partir d'un moment, on dit, bon, ça sont des phénomènes vivants, n'est-ce pas? Alors, le problème, c'est que le moment actuel est un moment dans lequel la puissance de la technique, de la technoscience est telle que nous sommes dans une société qui est éblouie par la technoscience. Hein, et cette technoscience n'arrête pas de nous dire les modèles à travers lesquels nous fabriquons des réseaux digital, n'est-ce pas, correspond au vivant, ou le vivant correspond à ça. Alors, notre problème est celui-là. Notre problème dans la recherche est que nous essayons de comprendre si est-ce qu'il existe ou pas des phénomènes propres au vivant qui ne sont pas vraiment modélisables, transposables dans des modèles digitales, n'est-ce pas? Alors, ça semble un peu incroyable parce que pour n'importe quelle personne qui ne soit pas chercheur en robotique, en informatique, en biologie, qu'on soit aujourd'hui dans l'urgence de comprendre quelle est la singularité du vivant, ça semble bizarre, vous voyez, parce que n'importe quelle personne, on lui dit quelle est la différence entre un chat et un ordinateur, voilà, le chat il est vivant, l'ordinateur. Simplement, d'un point de vue de la recherche, la différence entre un chat et un ordinateur n'est pas si évident que ça. N'est pas si évident que ça, parce qu'effectivement, dans la tendance dominante de la recherche biologique, l'idée est que l'axiome de base est que nous serions en capacité de recueillir toute l'information qui constitue un être vivant, nous pourrons recueillir toute cette information, la mettre sur un disque dur, sur un papier, peu importe, n'est-ce pas, et la reproduire ailleurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'axiome de base est celui-là. L'axiome de base est de dire, effectivement, tout est information, n'est-ce pas? Et finalement, le chat vivant est un mode de cette information, n'est-ce pas? Est un mode de cette information. Et ce n'est pas une singularité irréductible au modèle et aux particules qui la conforment. Je ne sais pas si c'est compréhensible un tout petit peu ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est que dans la recherche aujourd'hui, le problème principal, c'est que comme la tendance archi-dominante dans la technoscience et dans la recherche scientifique
dit que tout est modélisable et qu'il n'y a aucune singularité du vivant non absorbable, non, comme un buvoir, non, c'est non absorbable dans l'information, eh bien, le problème, c'est que tout ce qu'on peut faire, tout ce que nous pouvons faire, on va le faire, n'est-ce pas, sans aucun principe de précaution de dire attention parce que le phénomène du vivant relève d'une complexité non tout à fait modélisable. Alors, peut-être ça semble un peu obscur comme ça, alors le problème c'est quoi? Le problème c'est que qui dit modélisable veut dire que je peux transformer, non, augmenter, modifier les vivants sans aucun problème, n'est-ce pas? Puisque je peux connaître les vivants en profondeur, n'est-ce pas? De façon intensive, de façon complète, comme ça. Ça c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? C'est un problème parce que, par exemple, je ne sais pas, je cherche des exemples. C'est vrai que quand on parle face à un public qu'on ne connaît pas, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va essayer de trouver une syntonie. Je vous donne un exemple. Mon ami Jean-Michel Besnier, il a fait un bouquin de dialogue avec Laurent Alexandre, qui est un médecin biologiste qui s'est fait connaître parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle La mort de la mort, et qui justement il représente en France un tout petit peu la tête des ponts quand même de ce qu'on appelle les transhumanistes américains, la Singularity University, les gens un peu bon, voilà, de la Silicon Valley, qui pensent qu'effectivement nous sommes à la veille d'une telle connaissance des processus du vivant que finalement la mort ne va pas nous embêter trop longtemps. Vous comprenez? C'est-à-dire que finalement, on va, pourquoi pas, arriver à des modes, ils disent des vies, moi ça m'écoute de dire des modes de vie, parce que je ne vois pas que ça serait une vie sans mort, mais bon. Ils disent, on arriverait à des modes de vie débarrassés de la mort, débarrassés de la maladie, débarrassés de la souffrance. Bon. Alors donc, eux ils disent, effectivement, il y a une hybridation entre le vivant et les appareils, les machines digitales, la robotique, les nanos, etc. Il y a une hybridation, il y a une transformation, il y a une mutation, et cette mutation va aboutir à des êtres bioniques, comme on dit, n'est-ce pas, à des nouvelles formes, dit-il, de vie, qui seraient débarrassées des problèmes de la corporité. Alors donc, pour vous donner cet exemple-là, dans le bouquin là, qui est des dialogues entre Jean-Michel et Laurent Alexandre, à un moment donné, Laurent Alexandre dit, mais nous sommes en capacité aujourd'hui de cartographier le cerveau à tel point de précision qu'on peut exactement savoir qu'est-ce qui déclenche la sensation de jouissance sexuelle, d'émotion, n'est-ce pas? Donc lui, il dit, on est en train de construire des machines pour donner du plaisir sexuel qui sont beaucoup plus performantes qu'un rapport sexuel. Vous voyez bien. Alors Jean-Michel, il est trop gentil, alors il ne répond pas à grand-chose, hein, c'est-à-dire... mais les problèmes, pour dire ce que j'essaye laborieusement de vous expliquer quel est le problème, mais le problème se situe exactement là. Le problème se situe des côtés de la culture, de nos cultures, qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de dire d'une façon claire et nette, on ne sait pas dire ça, hein, qu'est-ce qu'il y a d'irréductible dans un rapport avec un partenaire, n'est-ce pas, qui ne peut pas être supplé par la machine. Vous comprenez? C'est-à-dire que nos sociétés, notre culture, n'est pas en capacité de dire, voyez, qu'est-ce qui échapperait, qu'est-ce qui manquerait, voyez, qu'est-ce qu'il n'aurait pas là, voyez, dans ces rapports-là. Bon, alors, ça, je raconte ça parce que, bon, voilà, pour essayer de faire un fil à terre, de dire, bon, mais de quoi j'essaye de parler, n'est-ce pas? Bon, alors donc,
cette idée-là est une idée que, bon, je reviendrai, qu'est-ce que signifie d'un point de vue culturel pour nous, non? Mais bon, la réalité, le contexte historique actuel est celui-là. Le contexte historique actuel est un contexte dans lequel je ne compte plus les thèses de doctorat que j'ai vues, consultées, m'ont présentées, dans lesquels des étudiants en robotique, en informatique ou en biologie, sans aucun problème, et dès l'introduction, ils disent qu'on est en condition de corriger les erreurs de la nature. Alors, bon, d'un point de vue médical, effectivement, une chose c'est une médecine de la réparation. Mais les erreurs de la nature, ce n'est pas une médecine de la réparation. C'est ce qu'on appelle concrètement une médecine et une biologie de l'augmentation. De l'augmentation. Voilà. Alors, moi, j'ai voulu comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui était en train de se passer dans cette cohabitation, cette promiscuité entre la machine et le vivant, n'est-ce pas? Qui est une hybridation très particulière, parce que c'est une hybridation dans laquelle on tient compte d'un seul pôle de l'hybridation. Vous comprenez? Quand on hybride deux plantes, quand on hybride deux cultures, quand on hybride deux trucs. Quand on hybride des trucs, bah, il y a deux trucs. Non? Dans l'hybridation actuelle, c'est-à-dire dans l'hybridation à niveau de la société, de la vie de tous les jours, non? Entre les machines digitales et le vivant, on tient compte seulement d'un pôle. Vous comprenez? Parce qu'on assimile l'autre au pôle technique. C'est compréhensible ça? C'est-à-dire que quand par exemple on va essayer de penser en termes de grands modèles économiques, mettons, eh bien les grands modèles économiques avec des algorithmes, alors on applique ces modèles économiques à des sociétés, non? Mais ce n'est pas une vraie hybridation. Il n'y a pas une pensée de l'hybridation. Pourquoi? Parce que l'axiome de base, l'hypothèse aujourd'hui dominante est que la société, le corps, peu importe, n'est-ce pas, auquel je vais appliquer des modèles et des techniques digitales, fonctionne comme l'appareil digital. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'hypothèse de la recherche fondamentale aujourd'hui, et celle-là, la recherche fondamentale, si on peut dire, n'est-ce pas? C'est la recherche appliquée, non? Mais l'hypothèse épistémologique centrale, l'hypothèse de pensée centrale de notre société, est celle qu'en bonne partie votre compatriote Jean-Pierre Changeux, avec son fameux livre L'homme neuronal, il y a 40 ans, il avait émis de dire, mais finalement, mais c'est bien sûr, les cerveaux fonctionnent comme un ordinateur. Vous voyez? Alors, cette hypothèse, d'un point de vue culturel, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue médical, d'un point de vue biologique, de tout point de vue, cette hypothèse, elle est fondamentale, elle n'est jamais interrogée, n'est-ce pas? Et toute nouvelle avancée de la connaissance est une projection et une interprétation du réel en question, comme s'il devait fonctionner comme des circuits intégrés, d'algorithmes, etc. C'est compréhensible, ça? C'est-à-dire que l'hypothèse est celle-là, vous voyez? Alors, voilà, vous les pensez comme vous voulez. Vous les pensez, par exemple, dans l'urbanisme, dans la macroéconomie, dans la pédagogie. Vous voyez, c'est voilà, la pédagogie. Alors on dit, bon voilà, comment on peut améliorer la pédagogie? Alors on dit, bon voilà, les cerveaux fonctionnent comme un ordinateur, sauf que c'est un ordinateur un peu bête, vous voyez, qui ne calcule pas si vite que, bien entendu, hein, alors là. Et alors donc, voilà, on a créé ce qu'on appelle, Angélique Delray a écrit son bouquin La pédagogie des compétences, on crée une nouvelle pédagogie qui s'appelle la pédagogie des compétences. Alors cette pédagogie des compétences dit, il faut enseigner des choses utiles, désapprendre les choses inutiles, vous voyez, et apprendre à oublier ce qu'on a appris. Vous voyez pourquoi? C'est-à-dire parce qu'il faut être flexible. Vous voyez? Donc j'apprends quelque chose, mais j'apprends aussi à oublier. Bon, cette pédagogie des compétences, par exemple, elle ne peut fonctionner que si l'hypothèse historique de Jean-Pierre Changeux était vraie, que le cerveau est un ordinateur. Vous comprenez? Ouais. Cette question,
cette question, est-ce que le cerveau est un ordinateur? Est-ce qu'il y a une différence entre le cerveau et la machine? Est une question qui est née avec l'ordinateur, parce que le papa de l'ordinateur, Turing, avec son fameux test de Turing, déjà, les tests consistent à ça, consistent à dire, est-ce qu'on peut distinguer si notre interlocuteur est un ordinateur ou pas? Non? Vous avez vu peut-être le film Elle, non? Le film, oui, dans lequel le mec il tombe amoureux d'une centrale téléphonique. Non? Alors, effectivement, là, il y a un smartphone, je ne sais pas quoi, bon, il y a une application, non, que, je ne sais pas si c'est pour smartphone, ça, j'ai aucune idée, mais enfin, en tout cas, c'est une application que j'ai étudiée comme application nouvelle, qui vous fait les profils, il vous profile. Vous savez qu'est-ce que c'est le profil? Le profil, c'est repérer une certaine quantité de données de vos comportements. Alors, à partir, ce sont des micro-comportements toujours, vous voyez, c'est-à-dire, ce n'est pas une compréhension de vous. Au contraire, le profilage est toujours quelque chose qui va repérer des micro-comportements. Avec quelle main vous ouvrez la porte pour aller faire pipi, quelque chose vous achetez, oui, mais c'est toujours des micro-comportements. Avec ces micro-comportements, comparé à une immense banque de données, on fait un profil. Non? Bon. Alors, effectivement, il y a une application créée dans laquelle vous parlez avec votre machine, la machine vous pose des questions. Non. Au bout d'un moment, la machine a de l'information sur vous, elle fait les profils, et après elle discute avec vous. Après elle discute avec vous, vous comprenez? Elle discute avec vous parce que finalement, alors ce programme existe déjà depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, pour faire des psychothérapies avec des machines. Parce qu'effectivement, vous voyez, c'est-à-dire avec 30 ans de psychiatrie, je vous assure que on n'invente pas tellement ni des questions, ni des réponses. Vous voyez, alors on profile les psys, que cela ne tienne par rapport. Ouais. Donc, les profilages permet effectivement une connaissance. Déjà, on n'est même pas au circuit cérébraux, vous comprenez, on a des micro-comportements. Alors, petit à petit, on se dit, bon, mais si je peux discuter avec mon téléphone, hein, si je peux, bon, par exemple, la fameuse question, il y a quelques mois, on m'a invité à Nice à une rencontre entre chercheurs, comme ils disent neurosciences, moi je reste en neurophysiologie du cerveau. Et alors, moi j'étais en dialogue avec les Chinois qui a perdu avec la machine au Go. Non? Alors donc, les mecs, bon, aucun problème, comme dirait l'autre, il était très résilient. Les Chinois, maintenant, ils travaillent pour la compagnie qui fabrique les machines. Là, c'est quand même une sacrée éthique, vous imaginez. Dans le Moyen-Âge, ça s'appelait le jugement de Dieu. C'est-à-dire, celui qui gagne, il ne gagne pas pour rien, donc il faut se rallier. Bon, heureusement, nous, en Argentine, on n'avait pas cette morale de se rallier à l'ennemi parce qu'il nous avait gagné. Et alors, donc, les Chinois étaient là, alors il expliquait, il était très content, les Chinois, moi je pensais qu'il allait être un peu dépressif, mais non, comme ils étaient passés à l'autre, ils étaient très contents, les Chinois. Et alors il racontait qu'il avait écrasé la machine, voilà, bon, rarement j'avais vu quelqu'un si content d'avoir été écrasé. Et alors, les mecs, ils m'ont dit, mais alors, de votre point de vue, parce que moi, bien entendu, j'étais les singes savants qui ont montré pour dire, ah tiens, il y a là quelqu'un qui dit qu'il y a une singularité du vivant, bah, allez, vas-y, raconte maintenant, toi. Alors, il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis, bah, écoutez, la machine va gagner toujours. Toujours va gagner la machine. Et encore, je vais donner un tuyau aux Chinois, je lui dis, encore, il faudrait quand même incorporer un programme qui pas seulement peut calculer à l'avance, etc. Il faut lui donner un programme qui profile rapidement l'adversaire pour le faire un coup vache, vous voyez, pour le démoraliser au milieu du match. Alors on dit, ah mais donc, effectivement, alors là, on ne peut plus jamais gagner. Non, on ne peut plus jamais gagner. Mais ce n'est pas un problème. Comment c'est pas un problème? Non, ce n'est pas un problème parce que, vous savez, moi j'habite dans un 6e étage. Et les jours où ils ont mis l'ascenseur, je n'ai pas dit, oh, l'humain n'a plus aucune utilité.
puisque l'ascenseur va monter les balises, vous comprenez? Alors j'ai dit, effectivement, la machine a une puissance pour faire des choses. Par exemple, une voiture court plus vite que moi, et pourtant je cours vite. L'ascenseur porte mes valises mieux que moi, vous voyez. Et l'ordinateur, l'ordinateur, il calcule des milliards de fois plus vite que moi. Simplement, un ordinateur ne désire jamais jouer au Go, vous voyez, n'a pas besoin de jouer au Go. Et un ordinateur, dans ce qu'on appellerait une sorte de processus opérationnel, n'est-ce pas, ne joue jamais au Go. L'ordinateur ne joue pas au Go. L'ordinateur calcule des trucs, vous voyez, et ces trucs-là sont crachés dans des réponses. Mais l'ordinateur ne joue pas au Go, pas plus que mon ascenseur ne monte pas ni descend. Vous comprenez? Il y a une mécanique, et nous, moi, le chien, la souris, disent, ils montent. Mais l'ordinateur, l'ascenseur ne monte pas, ne descend pas. Vous comprenez? Il y a des mécanismes qui ont un sens que pour les vivants. Donc, effectivement, cette fameuse irréductibilité, c'est ce qui est méconnu aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va dire, c'est, et c'est très drôle parce que dans les milieux de la robotique, de l'intelligence artificielle, c'est un milieu des gens très gentils, ils sont passionnés comme des mômes, mais ils sont très très gentils, et ils m'invitent, ils sont toujours très gentils avec moi. Et à chaque fois que j'ai dit, ben voilà, ça, par exemple, les chapeaux modèles, ils me disent, mais comment c'est intéressant, et alors comment on pourrait les modéliser? Et alors donc, moi j'ai voulu travailler dans ce qui est mon domaine. Moi j'ai commencé à travailler dans la biologie du cerveau avec Francisco Varela, qui était un Chilien qui a travaillé beaucoup à Paris, bon, aux États-Unis à Paris. C'est un mec qui a fait une révolution dans la phénoménologie de la perception, non, dans la neurophysiologie de la perception. Bon, alors donc, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe avec le cerveau, n'est-ce pas? Puisque l'hypothèse de base, hein, c'est le cerveau est une machine. Pourquoi le cerveau c'est si important? Parce que vous voyez, c'est-à-dire que l'ascenseur monte plus vite que nous, que la voiture court plus vite que nous, c'est pas trop grave parce que ça touche aux muscles, vous voyez. Mais si l'ordinateur pensait plus vite que nous, ah ben la pensée est quelque chose de particulier, vous voyez, parce que du côté de la pensée, il y a l'identité, la culture, l'intentionnalité, vous comprenez. Donc, si tout à coup, le cerveau était une machine, comme toutes les autres machines, vous voyez, du corps, les soi-disant machines du corps, n'est-ce pas, c'est Descartes, hein, c'est-à-dire la vision cartésienne, de qu'au-dessous de la glande pinéale, c'est une machine, n'est-ce pas? Alors, c'est quand même pas rien, vous voyez, parce que pourquoi est-ce que le gars il a mis au-dessous de la glande pinéale, que c'est l'épiphysis aujourd'hui? Pourquoi il le met au-dessous? Eh bien, parce que quand même le cerveau, il reste matière et pas matière, vous voyez? C'est-à-dire que le cerveau, on s'y frotte pas trop, vous voyez? Le cerveau est le nid de l'âme, va être décrit. Le cerveau est le nid de l'âme, vous voyez? Donc, le cerveau est la matière noble. Alors, quand tout à coup, on arrive au cerveau, et dire le cerveau, il est aussi surdéterminé que n'importe quelle machine, là, il y a un problème culturel majeur. Tant que le cerveau gagne à Kasparov, aux échecs, aux Chinois, au Go, ce n'est pas non plus très grave. Mais si on peut programmer et déterminer électriquement et chimiquement les affects, bah alors là, vous voyez, notre culture, la particularité, la singularité humaine explose. Vous voyez? Donc voilà, j'ai voulu travailler là-dessus. Alors, comment j'ai travaillé? J'ai travaillé en essayant, d'abord j'ai travaillé effectivement beaucoup de temps avec, parce que c'est quand même passionnant, l'implant cochléaire, c'est passionnant, hein, parce qu'effectivement, vous imaginez, quelqu'un qui est sourd entend. Vous voyez, parce que c'est exactement ça, physiologiquement c'est exactement ça. C'est-à-dire les gars ils restent sourds, la personne reste sourde, simplement par une interface machine, zone cérébrale directement de l'audition, on stimule les patterns de l'audition, et donc les gars reconstruisent dans sa tête les images auditives sans entendre.
Vous comprenez? C'est-à-dire que, donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Vous savez que maintenant on travaille là-dessus par rapport aux aveugles aussi, c'est-à-dire d'activer les zones visuelles sans nerf optique. Le nerf optique, il est abîmé, détérioré, peu importe, atrophié. Et donc les aveugles peuvent voir. C'est quand même pas rien, vous voyez, c'est-à-dire la technoscience fait mieux que Jésus-Christ, vous voyez, c'est-à-dire il fait entendre les sourds, voir les aveugles, marcher les paralytiques, ça, tout ça, les aveugles, on est dans des épreuves, mais marcher les paralytiques, oui, il y a des interfaces machine-cerveau qui, vous pensez à prendre cette tasse, et par une interface très simple, des capteurs externes, là c'est pas dans le cerveau, les bras robotiques prennent ça. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Et si maintenant en plus ils vont ressusciter les morts, ça y est, vous voyez. Voilà. Et, il n'y a pas d'effet secondaire dans tous ces implants? Non, si tu veux, les effets secondaires sont des effets très particuliers parce que par exemple par rapport aux sourds, avec les progrès, dit Rousseau, on voit ce qu'on gagne et on ignore ce qu'on perd. Hein? Bon, concrètement, avec les sourds, avec lesquels j'ai travaillé des années et des années, l'effet secondaire, tout bêtement, tu vois, c'est que les sourds, ils sont construits depuis des millénaires une culture. Et que le sourd n'est pas quelqu'un de diminué, quelqu'un qui a structuré son cerveau et son rapport au monde de façon différente. Alors, l'effet secondaire immédiat, par exemple, c'est que tu fais de quelqu'un qui a une culture différente, un rapport au monde différent, une perception du monde différente, tu fais un sous-entendant. Tu écrases tout son rapport culturel et subjectif au monde. Tu vois. Par exemple, déjà il y a ça, avant de parler des effets. Et alors donc j'ai travaillé, parce que je voulais comprendre cette hybridation machine-cerveau, comment ça s'est passé. Non? Alors j'ai voulu travailler avec des objets banals, des objets du quotidien, pour sortir de l'implant cochléaire qui était dans la tête, des trucs comme ça. Non? Alors j'ai commencé à travailler sur des trucs de tous les jours, par exemple. Alors donc, grâce à l'imagerie médicale, grâce à la technique, effectivement, nous pouvons voir un tas de trucs très rigolos. Alors bon, j'ai travaillé par exemple avec les GPS. Je me suis servi des recherches que je n'ai pas fait moi-même sur les GPS. Non? Alors donc, il s'avère qu'un groupe de chauffeurs de taxi à Londres, un groupe de chauffeurs de taxi à Paris, non, deux villes labyrinthiques, non? Alors le groupe de Londres, c'est le groupe témoin, donc ça ne se passe rien. Et les groupes de Paris, ils travaillent avec les GPS des jeunes chauffeurs de taxi qui commencent à travailler avec un GPS. Bon, bref, pour le faire courte, au bout de 3 ans, les chauffeurs de taxi qui conduisent avec les GPS connaissent une atrophie assez importante des noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier le temps et l'espace. Vous voyez? C'est-à-dire que le temps et l'espace, vous voyez, c'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'effectivement, les cerveaux, tous les cerveaux, dans le cas des cerveaux des mammifères, mais tous les cerveaux en général, fonctionnent avec un mécanisme de délégation des fonctions. C'est-à-dire quoi, délégation des fonctions? Ça veut dire que ce qu'il fait l'autre, lui, il ne le fait plus. Alors, il y a un autre mécanisme du cerveau qui est le recyclage. La zone qui ne s'occupe plus de ça s'occupe d'autre chose. Mais pour cela, il faut qu'il y ait autre chose à s'occuper. Vous voyez? Chose qui n'est pas toujours le cas. Alors donc, effectivement, avec les GPS, c'était rigolo, quoi, parce que, effectivement, vous êtes en train de provoquer, vous voyez, une fortissime dyslexie artificielle. Vous voyez? C'est-à-dire que la personne, vraiment, c'est une atrophie. C'est une atrophie. Alors, c'est vrai que la plasticité cérébrale peut faire que si les mecs fait des exercices, j'en sais rien, ça se redéploie. Ce n'est pas une mutation, vous comprenez? C'est une atrophie causée, provoquée. Ce n'est pas une mutation. Donc, par ça, ces enfants n'auront pas les noyaux, voilà. Mais après, on a travaillé, par exemple, sur donc, ce sont des hybridations non anatomiques, vous comprenez? C'est-à-dire, ce sont des hybridations physiologiques, des fonctionnements, pas par une implantation, on n'implante pas quelque chose. Alors, autre chose très simple, par exemple, on a voulu voir qu'est-ce qui se passe
quand un jeune apprend une fonction mathématique un peu complexe, c'est-à-dire une racine carrée, un logarithme. Alors, grâce à l'imagerie médicale, quand quelqu'un est en train d'apprendre à faire un logarithme, une racine carrée, on voit en direct comment l'architecture cérébrale va se développer. Je ne sais pas comment ça va se développer, comment ça va se complexifier, n'est-ce pas? Bon, quand les mômes appuient un bouton pour avoir la réponse, effectivement, vous ne voyez rien, parce qu'il ne se passe rien. Voyez. Et donc, effectivement, c'est ce qui ferait dire que l'effet est un effet de simplification. Non, ça ne se complexifie pas, ça se simplifie. Bon. Vous ne voyez pas une simplification. Ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas un développement de réseau, vous ne voyez pas ces développements-là. Alors, en revanche, c'est vrai qu'il y a un rapport d'immédiateté que lui, oui, vous pouvez voir, parce que vous voyez donc les circuits qui vont s'allumer, n'est-ce pas, qui attend immédiatement, vous voyez, comme on dirait la récompense, dirait l'autre, qui attend immédiatement la solution, vous voyez, avec une perte de capacité de cette temporalité, ces temps de l'élaboration, ces temps dans lesquels on est paumé, quoi, parce qu'on n'a pas la réponse, on ne sait pas comment résoudre le problème, vous comprenez? Bon, toute cette temporalité-là, pour les chers collègues, comme on dit, c'est du temps perdu. Alors ils disent, mais pourquoi veux-tu que l'autre s'emmerde à attendre la réponse s'il peut avoir la réponse tout de suite, n'est-ce pas? Ou pourquoi, alors, bon, j'ai travaillé sur d'autres objets comme ça, des objets banals du quotidien. Effectivement, j'ai travaillé sur la mémoire parce que il s'avère qu'en Argentine, il y a un neurologue qui travaille sur la modification de la mémoire. Alors, il y a deux laboratoires phares là-dessus, un à Chicago et l'autre en Californie, pardon, et l'autre à Buenos Aires. Un travaille sur des bases plus électriques, l'autre des bases plus chimiques du cerveau. Celui de Buenos Aires, c'est plus chimique. Donc, il s'appelle Izquierdo, le professeur, là. Et lui, il travaille en produisant une molécule, peu importe, c'est un bêta-bloquant, qui fait qu'il se dit on peut écraser le souvenir mauvais. Oui, on peut écraser le souvenir mauvais. Bon. Alors, pour le moment, c'est un tout petit peu comme la guerre chirurgicale en Irak, vous vous rappelez, c'était un chirurgien fou, quoi. Mais c'est-à-dire que pour le moment, peut-être il oublie les souvenirs mauvais, mais il aurait tendance plutôt à avoir une confusion cérébrale, non? Pour le moment, ça ne fonctionne pas très bien. Mais qu'à cela ne tienne, ça fonctionnera. Il n'y a aucun problème, ça fonctionnera, parce que notre capacité de connaître les circuits qui déclenchent l'évocation de souvenirs, etc., est tellement fine qu'il n'y a aucun problème. On le fera. Sauf que le problème est de dire, attendez, l'identité d'un être vivant et d'un être humain est sa mémoire. C'est-à-dire, un être vivant, vous savez, est quelqu'un qui, en permanence, perd ses parties constitutives, vous voyez, c'est-à-dire un organisme vivant. Hein. Un organisme vivant se caractérise par quoi? Un organisme vivant se caractérise par le fait de perdre en permanence les parties physico-chimiques qui les constituent, incorporer autres, n'est-ce pas? Et donc la permanence d'une identité, contrairement à une pierre, n'est-ce pas? La permanence de l'identité est due à la perte, justement. Et cette identité, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par la mémoire. Elle est donnée par la mémoire. Pas seulement la mémoire cérébrale, la mémoire aussi physique, n'est-ce pas? Mais c'est donné par la mémoire. Vous voyez? La différence entre un être vivant et un agrégat, n'est-ce pas? C'est la blague, c'est entre une voiture, une bagnole et un bébé. Vous voyez? Pourquoi un bébé? Parce qu'un nouveau-né, non sais, je ne sais pas exactement, mais mettons un mois et demi, 2 mois, il perd 99% de toutes les molécules qu'il y avait à la naissance et il construit d'autres. Voilà. Alors, ça fait que si papa part en voyage d'affaires, vous voyez, 2 semaines après la naissance de Pierrot, il revient 2 mois après, il dit « Ah, c'est Pierrot, voilà, c'est mon Pierrot ». Sauf que des Pierrot, il ne reste pas une molécule. Mais pourtant,
c'est Pierrot. C'est Pierrot. Non. En revanche, imaginez-vous, vous amenez votre bagnole chez le garagiste. Et alors vous dites, ça fait un clic-clic, ça fait clic-clic. Vous savez, on va chez le garagiste et l'autre dit, là, ça fait clic-clic, tu vas voir sa poche. Non. Et alors, ça fait clic-clic. Alors vous revenez et il vous dit, tiens, elle est là, la bagnole. C'est parce que j'ai changé les moteurs. Hein. J'ai changé les châssis, j'ai changé la carrosserie. Il dit, vous avez... Non mais regardez, il y a les petits chiens qui font comme ça, qui est derrière, vous voyez. Alors, vous le dites au garagiste, si vous n'êtes pas trop inhibé, non. Moi, face à un garagiste, je suis très très inhibé, mais vous le dites, vous voyez, c'est pas ma bagnole. C'est pas ma bagnole. Et le mec il dit non, c'est votre bagnole, sauf que j'ai changé tout. Alors, en revanche, avec Pierrot, il ne faut pas faire ça. Hein. Il ne faut pas dire c'est pas mon fils, vous voyez, parce qu'il a changé toutes les molécules. Parce que justement, il est votre fils parce qu'il a perdu toutes les molécules. Bon. Alors, donc, le problème, c'est que l'identité du vivant est donnée par la fonction mémoire. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cet éblouissement, n'est-ce pas, qui dit on peut modifier la mémoire, écraser des souvenirs et incorporer peut-être des souvenirs, pourquoi pas, vous voyez, etc. Ben, cette question-là n'a pas cours, vous comprenez? Pourquoi? Quand, je ne vais pas vous raconter le reste du bouquin parce que je suis un peu long et on avait dit qu'on allait discuter. 5 minutes encore, c'est... Mais je vais vous donner ce qui était pour moi la surprise quand j'ai sorti ces bouquins. Parce que j'avais sorti le bouquin de dialogue avec Pierre-Henri Bouillon, le biologiste, le professeur au Muséum d'histoire naturelle, non? Fabriquer le vivant. Qui s'appelle Fabriquer le vivant. Alors on avait discuté parce qu'effectivement, moi je dis... voilà, le problème de la fabrication des vivants, je ne suis pas d'accord qu'on puisse fabriquer les vivants, alors j'explique des trucs, etc. Bon. Mais c'était un bouquin très, disons, avec des garde-fous, on discutait autour si les codes ADN c'est un code ou pas, vous voyez. Alors moi j'ai dit non, c'est pas un code, l'ADN ce sont des processus physico-chimiques qu'on peut les mettre un nom dessus, mais ce n'est pas un code pour autant. Bon, enfin, peu importe, on discutait, mais jusque-là tout allait bien avec la communauté biologique et de la recherche. Je me dis, quand je sortirai les bouquins sur le cerveau, ils vont me tomber dessus. Parce qu'effectivement, je parle de ces hybridations-là, je parle des conséquences de l'hybridation, etc., tout ça. Eh bien, c'était pire que ça. Tout le monde m'a dit, c'est parfait, Miguel. Tu as raison. Vraiment, tu as raison. Et alors? Ils m'ont dit. Et là, c'était l'horreur. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai fait un bouquin dans lequel je mets une partie de la recherche en montrant quelles sont les conséquences de cette hybridation monde digital, cerveau, en montrant qu'il y a une délégation de fonctions qui, tout en simplifiant le cerveau, n'est-ce pas, les fonctions du cerveau, vont dans le sens d'une difficulté énorme pour toute pensée complexe, par exemple, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas, ou par exemple, je raconte les conséquences du profilage, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était par rapport à un travail qu'avait fait Google, qu'après Facebook a refait, qui est ce fameux truc dans lequel on regarde comment vous avez utilisé votre carte de crédit pendant 3 ans, et ils vous disent, avec 85% de certitude, si vous allez divorcer dans l'année qui vient. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que les gars, ils voient, j'ai inversé, pardon, ils regardent comment vous avez utilisé 1 an et ils vous disent si vous allez divorcer dans les 3 ans qui viennent. Je me suis tombé, non, c'est un inverse. Alors, ils regardent 1 an que vous utilisez votre carte de crédit. Alors, c'est très intéressant, vous voyez, parce que l'hypothèse philosophique anthropologique qu'il y a derrière ça, c'est tous vos conneries subjectives, des divorces, d'inantériorité n'existent pas, vous comprenez? L'hypothèse anthropologique de fond, c'est l'antériorité de l'homme, le pli, ces jardins antérieurs dont on parle, vous voyez, tout ça sont des blabla, ils disent. Finalement, vous voyez, c'est
le triomphe du behaviorisme, du comportementalisme. Vous voyez, finalement, un être humain, là où il imagine une complexité intérieure très profonde, finalement, ce ne sont pas autre chose que somme des micro-comportements que je peux modéliser et le mec devient prédictible. Vous comprenez? Alors, attention parce que ce n'est pas un truc probabilistique, ce n'est pas qu'ils disent c'est probable qu'il divorce. N'est-ce pas? Non, il dit Jean Dupont, vous voyez, Jean Dupont, étant donné comment il a utilisé sa carte de crédit pendant 1 an, il a 85% de chances de divorcer dans les 3 années qui viennent. Et il divorce, Jean Dupont. N'est-ce pas? Alors, effectivement, déjà, par rapport à une réaction trad-unioniste, vous voyez, c'est par rapport au psy, c'est quand même emmerdant, parce que si, vous voyez, c'est quelqu'un vient en pleurant, j'ai divorcé, pourquoi ma grosse m'a lâché, je sais pas quoi, pourquoi, si vous lui dites, bah, regarde comment tu utilises ta carte de crédit, vous voyez, d'un point de vue professionnel, vous voyez, on devrait changer de métier, vous voyez. Alors, bon. Donc, ce que je suis en train de dire, tout ce tralala de la subjectivité, mais c'est du tralala. Finalement, on est une somme de comportements modélisables, repérables et qui nous rend prédictibles. Oui. Alors, c'est intéressant de voir ça aussi, parce qu'effectivement, ce devenir profil est un véritable changement anthropologique actuel très fort. Vous voyez? C'est-à-dire fonctionner dans une pure extériorité, fonctionner dans une pure transparence, vous voyez, c'est-à-dire c'est les blogs, c'est Facebook, c'est tout ce désir comme ça de se vomir, pour dire comme ça, n'est-ce pas, vers l'extérieur, non? C'est vomir, comme ça, c'est même l'utilisation permanente, vous savez, la grande mutation de l'humanité, c'est que nous sommes devenus des perroquets. Vous avez vu dans la rue, tout le monde blablabla, jusqu'à un certain temps, la communication dans l'espèce humaine était différée et modifiée. Là maintenant, elle est devenue immédiate et exacte. Bon. Alors, effectivement, il y a un désir très profond comme ça de devenir transparent. Il y a une méfiance même de tous ceux qui resteraient au fond de nous-mêmes. Hein. Alors c'est drôle parce que ceci va accompagner d'une vieille parano un peu bête qui dit « ils savent tous de nous, tout de nous ». Mais bien sûr, comme ils ne sauront pas tout de nous, si on n'arrête pas de dire tout de nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est drôle parce que dans la médecine, quand on parle de big data en médecine, non? Tout le monde dit « ah, mais ma carte vitale, elle est sous surveillance ». Pas du tout. La big data en médecine, c'est fait... les données recueillies en médecine sont en provenance à 70% des blogs dans lesquels les gens parlent des bobos et des symptômes, vous comprenez? Donc les gens se déversent vers l'extérieur. Et ça, c'est un changement anthropologique très important parce qu'effectivement, on fait que ce n'est pas qu'on est profondément prédictible. La question, c'est comment nous sommes en train de devenir prédictibles, n'est-ce pas? C'est cette hybridation, n'est-ce pas, avec des fonctionnements avec lesquels nous mettons à fonctionner, formatés par la machine. Ouais. Alors, je ne sais pas, pour vous expliquer un tout petit peu, ce formatage est très simple, est très très simple. C'est un truc... moi, je fais un effort pour essayer d'expliquer les mécanismes les plus immédiats, n'est-ce pas? Les formatages, par exemple, par la machine, mais c'est, vous voyez, par exemple, quand votre cacaphone, je ne sais pas, non, et il a de nouvelles fonctions, de nouvelles applications, n'est-ce pas? Tout le monde veut utiliser tous les appliques de son cacaphone. Pourquoi? Parce qu'on se sentirait un peu bête d'avoir un ordinateur ou un smartphone, ou je ne sais pas quoi, qui a plein de possibles. Vous voyez? C'est tout bêtement comme ça. Vous comprenez? C'est tout bêtement comme ça. C'est-à-dire que pas besoin de Big Brother, pas besoin, vous voyez, des militaires avec des baïonnettes derrière votre... C'est-à-dire, on se moule, n'est-ce pas? On se moule au possible de la machine. On se moule au possible de la machine. Alors, moi,
si je veux. Pour finir, je vous dis, ce qui m'avait le plus choqué à la sortie de ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas eu une seule critique, il y a eu une critique par rapport à une traduction d'un mot simplement, pas une seule critique en venant des chercheurs en robotique, en biologie moléculaire, peu importe, non, qui dit, non mais ce que tu dis là, ça ne fonctionne pas comme ça. Qui est le propre à chaque fois qu'on sort soit un bouquin comme ça, ou un article dans une revue scientifique, n'est-ce pas? Et tous les autres ne sont pas d'accord. Bon. Et que l'idée c'était de dire, c'est comme ça, et alors? Vous comprenez? Et je pense qu'il est fondamental aujourd'hui, parce que l'hybridation avec la technique, ce n'est pas une possibilité, c'est une réalité. Personne ne peut dire, je ne veux pas de la technique, n'est-ce pas? La technique est là. Mais le problème, c'est que cette hybridation s'est faite vraiment dans la conviction profonde de que fonctionner au rythme des machines est la meilleure chose qui peut arriver aux vivants. Et aujourd'hui, effectivement, donc, la recherche urgente est d'essayer de dire, mais quel est cet irréductible du vivant, quel est cet irréductible de la culture qui doit cohabiter avec la machine, mais qui ne peut pas être incorporé tout bêtement au fonctionnement de la machine. Vous voyez? Donc, je n'ai absolument pas une position technophobe, ni technophile, la technique est là. Simplement, il s'agit quand même d'essayer de comprendre que la machine est en train de coloniser les vivants à un point incroyable. Et dernière chose, vous savez, par rapport aux rêves transhumanistes, non, quand les mecs ils disent on va vivre 1000 ans pour commencer, on va vaincre la mort, là on voit bien comment on est dans une société qui est en pleine déroute, n'est-ce pas, la crise sociale, culturelle dans laquelle nous vivons, et qui trouve là-dedans le renouveau d'une promesse religieuse, vous voyez, c'est-à-dire on veut croire que la technique va dépasser tout, un monde sans souffrance. Or, la réalité est un bordel permanent, vous voyez, c'est-à-dire la contamination des sols, les nouvelles maladies, les perturbateurs endocriniens, les climats, vous voyez, c'est-à-dire que les maladies émergentes et rémergentes. Et parallèlement à cette réalité archi-menaçante par rapport au quoi on est tout à fait impuissant, il y a cette promesse qui relève de la croyance. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas comprendre l'agir de la recherche aujourd'hui technoscientifique et les modes, l'espoir que ça relève, si nous ne comprenons pas que les noyaux est une croyance dans la transcendance, dans la possibilité d'oublier le corps. Voyez, c'est-à-dire que la vieille croyance religieuse de la transcendance, de dépasser le corps, elle est aujourd'hui au cœur de la technoscience, voyez. Mais la réalité est très très concrète, c'est que, mis à part ces croyances, parce qu'on veut croire à ça, on veut croire qu'on va faire avec des algorithmes de nouveaux types, on va transposer les cerveaux de Robert vers un ordinateur, et quand Robert sera mort, le cerveau va continuer à apprendre tout ce conneries. La réalité c'est qu'on n'a aucune idée de comment affronter les cancers, on n'a aucune idée même de que faire avec les effets aujourd'hui iatrogènes des antibiotiques, qu'on n'a aucune idée de comment aborder un tas de maladies émergentes et rémergentes, vous voyez. Ça, c'est la réalité. À côté de cette réalité, ces rêves transhumanistes sont une croyance par rapport auquel les faits n'ont aucun effet. Et c'est la phrase de Marcel Proust, n'est-ce pas, du côté de chez Swann, non, je ne sais pas si c'est Swann ou Guermantes, mais peu importe, dans laquelle il dit « Les faits ne pénètrent jamais les mondes où ils vivent nos croyances. » Vous comprenez? C'est-à-dire que les faits ne pénètrent jamais. Vous comprenez? C'est-à-dire que les faits du quotidien, les faits de qu'au contraire,
Au contraire, pas seulement on n'est pas à la veille de dominer la matière, dominer le temps, vaincre la mort, pas seulement on n'est pas à la veille de ça, mais on est vraiment dans une merdouille noire pas possible parce qu'on ne sait pas du tout comment éviter les catastrophes, etc. Eh bien, ces faits-là n'ont aucune force face aux croyances dans la technoscience par rapport auxquelles, si nous ne sommes pas capables d'opposer d'autres formes, d'autres images de vie, malheureusement, ça ne sera pas les faits, voyez, qui pourront freiner ça. Bon, si vous n'avez rien compris, mis à part les blagues, c'est déjà ça. Mais comme il reste un tout petit peu de temps pour discuter... Oui, j'ai une première question. Tu as parlé des paralytiques qui peuvent marcher, des aveugles qui peuvent voir et des sourds ça, qui c'est une peuvent réalité. entendre. Est-ce que tu es contre cette médecine réparatrice? Moi, je comprends que tu es contre la médecine prédictive, mais augmentant les capacités. Mais là, c'est aussi une sorte d'augmentation. Mais... Non, moi, ça ne me dérange absolument pas. Non, moi j'essaie d'étudier. D'abord, il y a deux choses. En tant que clinicien, je pense qu'il n'y a pas une solution préalable au diagnostic qui soit la bonne. C'est-à-dire qu'à tous, il nous peut sembler que telle chose est bonne pour tout le monde. Mais ce n'est que dans un rapport singulier entre les cliniciens et les patients qu'on peut voir qu'est-ce qui est bon pour ces patients-là, et souvent c'est très paradoxal. Dans les cas de sourds, par exemple, que c'est le cas que j'ai étudié, et oui, je peux dire qu'effectivement, bien qu'à nous tous nous semble évident, moi le premier, et pour mon rapport avec la parole, avec la musique, ça me semble évident que c'est mieux d'entendre que pas entendre. Eh bien, moi je connais des centaines et des milliers de sourds qui appartiennent à la culture sourde, pour lesquels entendre signifierait écraser les rapports au monde, écraser leur singularité. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut se méfier des réponses qui paraissent aller de soi. Alors, est-ce que quelqu'un qui est paralytique veut marcher? Une fois encore, apparemment, en principe, on dirait oui, tous les paralytiques veulent marcher. Après, il faut voir, il ne faut pas faire de ça comme on a fait avec l'implant cochléaire, quand on décèle la surdité de façon de plus en plus précoce, sans laisser aucune chance à que les membres se structurent comme un sourd, n'est-ce pas, et qu'il ait la possibilité après, s'il veut faire l'implant cochléaire ou pas. Voilà. Alors moi je serais contre toute médecine préventive, augmentative, précoce, non? Alors après oui, c'est-à-dire si moi je perdais l'usage de mon bras, je serais très content d'avoir un capteur d'hémoglobine qui me permet de prendre mon café tout seul. Alors ça dépend, ça dépend. Moi je ne m'oppose à rien par principe, parce qu'en plus, sincèrement, je ne m'oppose absolument à rien. Simplement ce que j'ai dit, c'est il me semble que notre culture est en train de ne pas comprendre les singularités qu'elle ignore, n'est-ce pas? C'est-à-dire elle ne comprend pas qu'il y a des niveaux de complexité qu'on est en train d'écraser parce qu'on étudie beaucoup les possibles du changement et presque personne étudie la singularité de ce qu'on veut changer, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on étudie, on peut changer. Et ça va de soi, c'est comme une sorte de ça va de soi, que si on peut changer, on les change. C'est pour ça que je me fais traiter de bioconservateur, n'est-ce pas? Si on peut changer, on les change. Et moi, ce que je dis, c'est très intéressant qu'il y ait ces possibles-là. Simplement, ces possibles-là, il faut les articuler avec des choses qu'on connaît. Et le problème, c'est qu'on connaît de moins en moins la singularité du vivant, de la culture, de la subjectivité. Vous voyez, dans les cas des sourds, c'est les cas que j'ai étudiés les plus, ben voilà un changement possible, fantastique, c'est vraiment fantastique l'implant cochléaire, sauf que on le fait en méconnaissance de ce qu'on veut changer. Le sourd et la culture sourde, par exemple. Vous voyez? Et on fait, à peu près, c'est la tendance générale.
Après, effectivement, la médecine réparatrice, qui est les enfants qui ont mucoviscidose, c'est parfait. C'est-à-dire, On a déjà le pacemaker qui vient remplacer le cœur. Absolument. Déjà là, l'homme augmenté, il est déjà là. Bah, je ne sais pas si c'est un homme augmenté parce que... contact qu'on met dans ses yeux, elle est déjà là. Bah, ça reste réparateur parce que par exemple les pacemakers, ils n'augmentent pas. Les pacemakers, ce qui va permettre, c'est de réguler les rythmes. C'est-à-dire que pour le moment, la technologie même la plus poussée en médecine, pour le moment, est une technologie réparatrice qui essaye de rétablir un fonctionnement. C'est pareil. C'est-à-dire que Laurent Alexandre, les transhumanistes, ils disent ça, par exemple, ils disent mais les lunettes, l'appareil auditif, non, ou les pacemakers, oui, mais sont tous des mécanismes. Par exemple, quand je vais chez l'ophtalmologue, non, et après chez l'opticien, les lunettes ne me font pas comme si j'étais Superman que je peux voir à travers la mini-jupe de la fille. C'est ce qui faisait Superman, à vrai dire. Au fait, j'ai rétabli ma vision. L'augmentation est autre chose. L'augmentation est, par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'ai un chip intracérébral, n'est-ce pas, que je peux déclencher pour ne pas oublier. Bon, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, une mémoire en bonne santé, c'est défini en neurologie, non, comme une mémoire qui sélectionne, modifie et oublie. C'est-à-dire sélectionne, on ne peut pas se rappeler de tout. C'est-à-dire ça serait une psychose gravissime. Et donc, on sélectionne, on modifie, parce que ça s'intègre à la structure subjective historique de la personne, et oublie des trucs, n'est-ce pas? Alors, si moi, je me donne les moyens techniques de foutre une mémoire qui ne modifie pas, n'oublie pas, n'est-ce pas, et ne sélectionne pas, bah, d'un point de vue psychiatrique, c'est très drôle parce que ça serait créer une sorte de super psychose, non? Et d'un point de vue culturel humain, bah, c'est quoi? C'est-à-dire, mais là, on rentre dans des questions de morale, c'est pas moral. Etc. Il y a des êtres humains comme moi, par exemple, ça ne me dérangerait pas de pouvoir enlever des gens qui sont polytraumatisés. Non, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une question de morale. Non, c'est pas une question morale. Pour moi, c'est pas une question morale. Il faut surtout pas la faire morale, la question. C'est une question anthropologique dans le sens de comment on est constitué. Moi, je ne pense pas qu'il faut la faire morale, la question. Alors, je crois quand même que quelqu'un, par exemple, oui, il y a deux voies, mettons. Quelqu'un qui a un traumatisme horrible, qui a vécu des choses horribles, n'est-ce pas? Et il peut dire à un moment donné, qu'est-ce que j'aimerais oublier ça. Bah, moi, d'un point de vue et anthropologique et clinique, je me dis, faire un trou dans l'histoire de quelqu'un, c'est toujours un mauvais pari, n'est-ce pas? À mon avis, c'est que, et mon expérience de clinicien, là, pas des chercheurs, des cliniciens, c'est que les pires souvenirs, quand on peut les travailler, deviennent une force d'une expérience incroyable. Moi, je peux vous dire, ça dépend de la personne, c'est pas que ça se discute, c'est que ça dépend de la personne et ça dépend de l'expérience de la personne. Moi, je peux vous dire, par exemple, bon, Britt a dit tout à l'heure, dans mon histoire, par exemple, le fait d'avoir passé un long temps dans un centre de torture. Non, bon, d'avoir été torturé. Bon, très bien. Bah, ces trucs-là, qui est un cauchemar qui me revient de temps en temps, etc., à travers ma vie, est devenu plutôt une expérience d'une force et d'une puissance incroyable. C'est-à-dire qu'avoir connu ça m'a donné à moi une expérience du vivant, de l'expérience limite, qui, par exemple, en tant que clinicien, me donne un trésor terrible. C'est-à-dire que quand j'ai devant moi quelqu'un qui est tout à fait détissé, qui est dans une souffrance totale,
n'est-ce pas, et que la réalité l'explose dans la tête, j'ai la chance de savoir qu'est-ce que c'est ça. Alors, donc, les souvenirs, je pense que faire un trou du souvenir me semble un mauvais pari, en étant que ce soit possible, il me semble que c'est un mauvais pari. Il me semble qu'au contraire, les pires des souvenirs, la pire des expériences, par rapport à un devenir de construction, peut devenir une force terrible, quoi. Mais bon, c'est pas moral pour moi, c'est-à-dire c'est vraiment une question de... Et je crois qu'on est en manque de penser les changements. Je ne dis pas qu'il faut changer ou pas changer, je dis on est dans un énorme manque. Bon, concrètement en biologie, c'est ce que je vous dis, en biologie, on connaît énormément les mécanismes du vivant, il n'y a plus aucune définition de qu'est-ce que la vie. Je vais prendre 3 questions parce qu'il reste un quart d'heure. Madame, vous et il y avait 3. Voilà, 3 questions. Oui, alors, moi je voulais savoir, est-ce qu'il y a des chercheurs qui modélisent les émotions? Parce que je ne suis pas sûre que, par exemple, si je prends la joie, que ça active les mêmes neurones chez moi que chez mon voisin. Non, il y a d'abord, la réponse est claire. Si, il y a des modélisations très très précises des circuits qui se déclenchent par rapport aux affects. Et ce qu'il y a de commun est beaucoup plus grand de ce qu'il y a de différent. Par exemple, oui. Donc, au fait, à niveau des circuits neuronaux qui se déclenchent, ou à niveau de la chimie du cerveau par rapport aux affects, ce qu'il y a de commun dans le déclenchement synchronique de la chose est beaucoup plus fort de ce qu'il y a de différent. Alors après, ce qui rentre en ligne de compte, c'est qu'est-ce que ça signifie pour la personne. Donc là, on est dans la diachronie, dans l'histoire, n'est-ce pas? C'est pour ça que là, il y a un réductionnisme physicaliste, parce que dans la physique, il n'y a pas d'histoire, ou l'histoire n'intervient presque pas. Alors que dans les vivants, l'histoire est 90% du phénomène. Alors, le phénomène que je modélise est toujours un phénomène synchronique, même s'il y a une temporalité incorporée, peu importe, je modélise ces phénomènes-là. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous avez la tristesse ou la joie? Très bien. Mais c'est que je ne peux pas modéliser. C'est comment ça se déclenche et... Comment ça se déclenche, je peux le modéliser. Je peux modéliser comment ça se déclenche, je peux modéliser à quel moment ça va se déclencher. Ce que je ne peux pas modéliser pour une série de questions, c'est mais qu'est-ce que ça signifie pour cette personne, ça? Il y a Damasio, vous savez, c'est lui qui écrit tous les bouquins sur neurosciences. Bon, enfin, il raconte Antonio Damasio, non? C'est l'erreur de Descartes, par exemple. Voilà, par exemple. Il raconte un truc qui est tout à fait vérifiable dans n'importe quelle opération de neurochirurgie. On fait les opérations de neurochirurgie, par exemple, pour des TOC ou des trucs comme ça, avec les patients éveillés, pour constater qu'est-ce qui se passe. Bon. Et alors il raconte les cas, mais c'est tout à fait vérifiable, une patiente qui est en train de le faire une opération donc éveillée, et visiblement on active juste quelques millimètres, on active une autre zone, un autre réseau de celui qui voulait activer, et la personne se met à pleurer, elle dit que la vie n'a pas de sens, que vraiment elle n'a aucune envie de faire cette opération. Et alors, il arrête cette activation. Il dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais non, moi je suis très content de vivre, j'ai fait cette opération parce que je suis content. Bon. Ça ne prouve rien d'un point de vue subjectif, culturel, de la signification, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est évident que quelqu'un qui a un déficit très fort de certains neuromédiateurs, par exemple, aurait une tendance dépressive. C'est évident. Simplement, on ne sait pas qu'est-ce que signifie pour cette personne, dans cette culture, dans ces moments historiques, être dépressif, vous comprenez? Donc, il y a un tas de variables extra-phénomènes concrets qui sont les variables dans lesquelles le vivant bouge, existe, vous voyez? Et donc, les problèmes, c'est ça, finalement, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le chapitre sur les modélisations des affects. C'est-à-dire qu'une fois que je connais les mécanismes qui se mettent en branle pour être amoureux, ça ne dit rien de l'amour.
C'est-à-dire que c'est un tout petit peu comme Laurent Alexandre qui dit la machine à jouir sexuellement. Si, mais une fois que je connais les mécanismes, mais ça ne dit rien de ce qui est la sexualité. Mais non pas déjà pour les humains, ce qui est la sexualité pour un animal. Vous voyez, donc le réductionnisme ne ment pas par rapport au mécanisme qu'il va décrire. Simplement, c'est une erreur culturelle fondamentale de confondre le soubassement matériel du mécanisme avec l'émergence des liens subtils qui conforment l'essence de la chose. C'est au niveau du sens de la chose. Monsieur? J'ai pas tout compris, mais je le savais avant de venir. Et d'ailleurs, d'année en année, je progresse. Je ne sais pas si vous simplifiez ou si je progresse. Je vais quand même prendre une question tout à fait latérale. C'est que je parle mieux le français. L'accent argentin, il a plus. Non, depuis les années France Culture. Non, le point positif, c'est que je pense que je progresse. C'est parfait. La question. Je vais poser une question tout à fait latérale. Vous avez cisaillé en une phrase et demie la pédagogie des compétences. Oui. Et on voit l'intentionnalité, c'est-à-dire l'employabilité pour répondre à la question Absolument. du chômage. Donc surtout si mon gosse rentre là-dedans, dans le côté, ça pousse non pas à un espoir de transcendance, mais à la servitude volontaire. Absolument. 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 C'est-à-dire, c'est évident quand même que dans toute vision augmentative, non réparatrice, n'est-ce pas, mais augmentative, on prend un être humain comme un moyen pour. Et je pense que philosophiquement, culturellement, le problème est là. C'est-à-dire que le vivant, le propre du vivant, c'est comme écrit Kant déjà, c'est d'être sa propre finalité. C'est-à-dire que le vivant n'est pas transitif. Vous voyez, c'est même tout ce qui arrive aujourd'hui par rapport à la maltraitance animale, toute cette préoccupation, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une préoccupation sous-jacente de qu'est-ce qui est le vivant. N'est-ce pas? Et alors on se dit tout à coup, attention, attention, parce qu'on est en train de trop traiter les vivants comme un moyen pour. N'est-ce pas? Et on a tout à fait intérêt de voir qu'est-ce qui se passe dans les abattoirs, et plus encore, parce que la question, ce n'est pas simplement comment on les tue, mais c'est surtout comment ils ont vécu jusque-là. On a tout à fait intérêt de voir comment on traite, comment on maltraite les vivants, parce que c'est exactement ce qui est en train de nous arriver à nous, de façon moins visible. N'est-ce pas? Qu'on est en train de devenir des objets transitifs. On sert à quelque chose, on ne sert pas. Donc la pédagogie des compétences, donc je peux que vous recommander les bouquins d'Angélique Delray sur la pédagogie de l'école des compétences. Mais vraiment, l'école actuelle, cette école dans laquelle on dit il faut être plus performant, pourquoi? Parce que moi je suis tout à fait d'accord que si Toto veut jouer la guitare, qu'il la joue le mieux possible. Mais parce que lui, il a une affinité élective avec la guitare. Mais il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit d'écraser toute affinité élective pour être utile à. Dans toute société, quand le vivant et l'humain est modelé pour être utile à, la barbarie est là. Parce que la barbarie, c'est ça. La barbarie, c'est prendre le vivant et l'humain en particulier comme un moyen pour. N'est-ce pas? Madame? Oui, alors, quand on parle de mémoire, je me demande s'il ne faut pas introduire aussi la mémoire collective, la mémoire sociale. Par exemple, quand vous dites qu'il vaut mieux supprimer les mauvais souvenirs, si effectivement on avait supprimé certains souvenirs de la Shoah, du colonialisme, etc., on a besoin, la société a besoin de se souvenir pour savoir comment faire demain. Et je pense qu'il y a des tas de dimensions dans ce qu'on a dit qui relèvent non pas de l'individu qui sert à la société, mais que la société est une somme d'individus qui voudraient se transcender et qui voudraient vivre mieux, oui, et utiliser mieux ses capacités de vivant. Et donc, voilà, et donc elle a besoin de toute sa mémoire et de tout, voilà. Non, bien entendu que dans la mémoire, ça c'est un problème fondamental par rapport à ceux qui veulent modéliser la mémoire, c'est que la mémoire n'est jamais une boîte étanche. Alors, la mémoire, elle fonctionne avec des mémoires. N'est-ce pas? Et c'est quelque chose, c'est-à-dire que souvent, même à niveau individuel, on peut constater qu'on agit
par la mémoire des choses qu'on n'a pas vécues, n'est-ce pas? On agit par la mémoire populaire, historique, épocale, ou même de l'espèce. Et de la société au conflit. De la société, bien entendu. Mais ce n'est pas pour s'améliorer. Parce que, vous voyez, par exemple, la mémoire de la Shoah, ça sert pour reconnaître les nouveaux holocaustes en général. Vous voyez, dire, ah tiens, c'est encore un génocide, vous voyez. Alors donc, ça doit mettre un tout petit peu aussi la puce à l'oreille parce que toute la technoscience actuelle parie sur une hyper-rationalité de l'humain. Et les humains, ils ont beaucoup de qualités certainement, mais pas celles d'agir d'après les raisons, non? Alors donc il vaut mieux se méfier de la hyper-rationalité parce que c'est... Monsieur? Oui. Déjà, merci pour la conférence, très intéressant. Merci. Donc, en gros, c'est une grosse question. Mais là, on est devant le transhumanisme, du coup, par les GAFA, qui injectent des milliards de dollars. Il y a le néolibéralisme avec son idéologie. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait en termes de projet de société? Dans le sens où, est-ce que le biomimétisme, dont parle Idriss Aberkan avec la Blue Economy, sont des solutions pour toi? Ou est-ce qu'il y a un projet de société auquel tu t'identifies? Écoute, d'abord, c'est absolument vrai que le transhumanisme et le néolibéralisme sont... Ouais, les monnaies. c'est même plus un lien, c'est-à-dire c'est consubstantiel, tu vois, parce que l'augmentation est une augmentation dans ce sens-là, tu vois. Il ne parle que des productivismes, des performances, des millions de dollars, tu vois, c'est-à-dire que là, ils sont une telle grossièreté qu'il n'y a même pas à découvrir ce qu'il y a derrière. C'est clair et net que, voilà. Alors, moi je pense, moi personnellement, par rapport à alors, pas en tant que chercheur, personnellement, moi je pense qu'il n'y a pas une société qui puisse, un modèle de société qui puisse s'opposer à ce qui est en train de se goupiller et qui est déjà dominant là. Moi je crois que les seules formes de résistance, de création d'une alternative, consistent au contraire dans une sorte de multiplicité d'expériences, n'est-ce pas? Je crois que, par exemple, pour que quelqu'un ait envie de ne pas gagner du temps, mais de prendre le temps, non? Et ce qu'il faut, c'est non pas prendre le pouvoir et dire il faut prendre du temps, n'est-ce pas? Je pense que ce sont des expériences multiples, un réseau connecté ou pas connecté, conflictuel entre elles, dans lesquelles on expérimente à nouveau que le corps, le temps, l'espace, n'est-ce pas, ne sont pas le problème, que c'est la vie. Alors moi je crois qu'on est dans un moment dans lequel il n'y a aucun horizon de dépassement du néolibéralisme, il n'y a aucun horizon de dépassement des royaumes de la technoscience, il n'y a aucun horizon, je pense qu'il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de dire, bon voilà, vers où il faut aller, qu'on est dans un moment dans lequel il faut un courage énorme, plus grand que celui qu'il fallait pour affronter la junte militaire, vraiment, hein, parce que c'est un courage qui n'engage pas que, y aller, non? Parce que le néolibéralisme, la technoscience, elle est dans nous. En tant que les militaires, il y avait la gentillesse d'être dehors et porter un uniforme, tu savais, boum, contre les tirer. En tant qu'ici, tu vois, c'est diffus, la domination. Alors, il faut expérimenter des vies alternatives, des modes de vie alternatifs. Concrètement, par rapport aux mômes, par rapport aux jeunes, moi je pense qu'il faut absolument donner la possibilité de créer des expériences dans lesquelles on dit aux jeunes, débarrassez-vous du terrorisme, de l'urgence, débarrassez-vous du terrorisme, de la menace. Prenez le temps. Prenez le temps. Alors ce sont des expériences comme ça, ce sont des expériences en pédagogie, en médecine, en société, en urbanisme, en, je ne sais rien, tu vois, en mode de consommation. D'un point de vue plus macro, parce que là, tu vois, actuellement, tu as 62 personnes dans la planète, ça tient dans un bus, tu vois, qui détiennent plus que... Enfin, qui détiennent autant que 50% de la population. Non, non, bien sûr. Donc c'est plus devant ce capitalisme financier. Si, je comprends. Le problème, c'est que je crois que le dépassement ne peut pas être pensé en termes de globalité. Je pense qu'à chaque fois qu'on pense l'alternative en termes global, on est capturé par l'adversaire. Tu vois? Je pense qu'il faut avoir le courage et la patience de penser en termes de multiplicité. Tu vois? Et moi, personnellement, en tant que bonhomme,
le futur, moi je le mets entre parenthèses, tu vois. Je dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir. Il faut chercher qu'est-ce qu'il faut faire ici. Tu vois. Par exemple, hier, sans aller plus loin, tu vois, il y avait Gilles Lunon, le journaliste, non, celui qui écrivait avec Beauvais, qui me faisait une interview pour une revue, mais je veux que tu te mettes en 2030, un truc comme ça. Je dis non, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se projeter dans l'avenir parce qu'il n'y a aucune visibilité aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est essayer de voir qu'est-ce que localement, dans chaque situation, il faut faire pour résister à cette machine comme ça, cette bulldozer. Tu vois, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut résister sans pouvoir tirer des plans sur la comète. Tu vois, qu'il ne faut pas revenir, si tu veux, à un vieux mode de lutte, d'opposer un modèle à un autre. Je pense qu'il faut opposer une multiplicité complexe, contradictoire d'expériences. Et tu vois, c'est comme l'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit qu'il ne voulait pas faire des enfants à cause du monde, les menaces du monde. Moi, je dis, ça, c'est pas quelque chose qu'on puisse décider nous. Parce que ça, c'est croire trop à l'individualisme. Mais en même temps, ta réponse, justement, c'est la reproche que je lui ferais, c'est que c'est une réponse qui est individualisée, dans le sens où quand on ne pense plus au niveau global, bah justement, on pense plus que... Ah non, pour moi, l'individu, c'est la globalité en petit. Il faut penser en termes des réseaux qui te constituent. Par quoi je suis constitué? Tu vois, c'est-à-dire... non, justement, il ne faut pas penser en termes individuels. Ni individuel, ni global. Global ou individuel, c'est pile et face de la même médaille, tu vois. C'est-à-dire, où tu vois l'individu, il y a la globalité. Quand quelqu'un se sent un individu, quand quelqu'un s'expérimente comme un individu, la globalité est là. C'est la manifestation de la globalité dans ce qu'il y a de pire, c'est se vivre comme un individu. Tu vois. Alors, non, la question c'est au contraire, te réveiller et voir que tu es constitué de liens. Et quels sont tes liens avec l'écosystème, avec les autres, avec la société, tu vois. Et il y a comme une sorte d'éveil. C'est... Je suis totalement d'accord. Et Héraclite, tu vois, il disait, les endormis se baladent en pensant qu'ils sont sujets de leurs pensées. Tu vois, les endormis, tu vois, il dit... tu vois, une traduction moderne, il dit, les cons se baladent en pensant qu'ils sont auteurs de leurs pensées. Tu vois. Alors, en fait, non, en fait, l'éveil, puisqu'il dit les endormis, bah, si éveil, entre guillemets, en sortant toute connotation mystique de là, hein, mais tu vas d'ouvrir les yeux, tu vois, c'est de tout à coup te rendre compte que tu n'es qu'un nœud de liens. Tu vois, tu n'es qu'un nœud de liens. Et alors, il faut voir à quoi tu es lié, par quoi on est constitué, tu vois. Plus on pense en termes individuels, moins on peut agir, plus on est dans l'impuissance. Il y a encore un et deux, et après c'est fini parce qu'on a plus de temps. Bonjour, je travaille ici. C'est pas véritablement une question, je rebondis un petit peu sur ce que vous dites. Vous nous expliquez que... Alors, attendez, il faut que je revienne. Oui, voilà. Vous avez fait le lien, suite à l'intervention du jeune homme, entre les GAFA et ce que vous appelez le techno-capitalisme. Vous nous répondez que plutôt que de prévoir une espèce de grand plan de résistance globale, vous nous dites en fait qu'il faut essayer le plus de multiplicité possible. Enfin, disons qu'il faut s'essayer à la multiplicité en tant qu'individu, auprès d'autrui, etc. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être appris, Marine Le Pen est allée rencontrer Vladimir Poutine à Moscou. Alors je ne peux pas, enfin comment dire, je ne vais pas commencer en disant je ne veux pas faire de politique, c'est mal barré. Mais il n'y a pas que GAFA et le technocapitalisme qui mettent en danger le multi. Ces gens, les gens que je viens de citer, le disent eux-mêmes, et d'ailleurs ils font référence entre eux, comme s'il y avait une espèce d'international des démocratures. Il serait fait maintenant, par exemple, Marine Le Pen ou Vladimir Poutine se référence à M. Modi en Inde, par exemple. Ces gens, en fait, se méfient de tout ce qui est multiple, enfin, multiculturel, multi-ceci, multi-cela. Alors, multi-tête nucléaire et multipolaire, ça non, ça ne les gêne pas. Mais quand vous nous dites, en fait, quand vous nous parlez de multiplicité, moi, ce que j'entends, c'est que on entre dans une forme de résistance qui ne prend plus le nom de résistance.
En fait, ce que vous nous dites, c'est que la meilleure manière en fait, de résister à ça, c'est tout simplement peut-être de chercher à être vivant et essayer de rendre vivant autrui. Et c'était pas ma question. Voilà. Mais comme nous faisons un métier ici, en tant que bibliothécaire, qui consiste, je pense, à essayer d'aider autrui à se sentir plus vivant. Si, tout à fait, dans ça. Mais il n'y a pas forcément besoin de brandir un drapeau en disant je résiste. Voilà. Non, dans les rapports entre Vladimir Poutine et Marine Le Pen, je ne peux que me féliciter d'être pour l'avortement. Parce que si jamais il faisait un petit... ça serait très grave, vous voyez. Mais ces gens-là ne sont pas forcément pour l'avortement. Enfin, ils sont contre. Ils sont contre. C'est comme tous ceux qui sont contre l'avortement, ils sont pour la peine de mort. C'est-à-dire, c'est leur côté charmant. Alors, non, effectivement, là-dessus, la multiplicité veut dire quelque chose de très clair et net. C'est-à-dire, tous ces gens-là, face à la peur de l'avenir, parce qu'ils répondent par rapport à la peur de l'avenir, n'est-ce pas, ils nous proposent des identités. Or, le problème, c'est que l'identité, justement, unifiée avec elle-même, est une pathologie gravissime, sociale et personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a d'identité qui est dans un permanent devenir et dans des liens. C'est-à-dire que ça dépend avec qui on est, où on est, ça sera un élément de nous qui va s'agencer avec des éléments de l'autre et ça sera notre identité. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, dans certains moments, tout d'un coup, on est homme, femme, animal, n'est-ce pas? C'est pour ça aussi que la préoccupation pour l'animal, c'est parce qu'on est animal, n'est-ce pas? Notre identité animale. C'est pas qu'on est gentil avec les animaux, c'est qu'on peut composer avec l'animalité. Donc, dans des situations différentes, l'identité entre guillemets saine, non pas horrible, n'est-ce pas, non pas réactionnaire, non pas mortifère, l'identité est quelque chose qui se balade en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se sent égal à lui-même, n'est-ce pas? Vous renvoyez peut-être aussi aux identités liquides. Bauman, voilà. Oui. Et alors oui, c'est-à-dire, moi ça ne serait pas si liquide que ça parce que dans les situations, c'est concret. Oui. C'est concret. Et c'est une résistance, n'est-ce pas? Mais justement, Le Pen et Poutine, ils sont beaucoup plus formatés par la technoscience et le néolibéralisme de ce qu'ils veulent prétendre. Alors par rapport concrètement à toutes les tendances fascistes, fascistisantes aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas tomber d'un côté dans la fluidité totale de la technoscience, dans laquelle on peut tout changer, dans laquelle le biologique peut être changé, dans laquelle la déterritorialisation serait complète. D'un côté, il y a rien n'est vrai, on peut tout changer. Et en réponse, il y a les fascistes comme Le Pen ou les intégristes, n'est-ce pas? Ça fonctionne comme ça, vous voyez, ça fonctionne en miroir. Vous voyez, les jeunes qui dans nos banlieues se radicalisent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas tout est possible, ils disent. Cette société dans laquelle tout est possible est une barbarie. Alors, la réaction est de dire non, 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 il y a des principes, on ne peut pas tout changer. Mais c'est un miroir, vous voyez, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre l'intégrisme et le fondamentalisme si on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a en face. Et en face, il y a nous. Nous en train de dire on peut tout changer, il n'y a aucun principe, tout est archi-fluide, n'est-ce pas? Alors il s'agit ni d'aller vers une identité réactionnaire, vous voyez, une tradition. Une tradition ne devient pas un folklore dans la mesure où une tradition change en permanence. N'est-ce pas? Il y a des traditions que celles qui changent en permanence, qui portent des traces de ce qui fut. N'est-ce pas? Ça, c'est la tradition. Et l'identité, c'est pareil. On porte des traces de ce qui était. Alors, il y a un monde divisé en deux. Un monde dans lequel on dit « Non, pas tout est possible, pas tout est possible au nom de Dieu, au nom de la France, au nom d'Astérix, n'est-ce pas ?» Et de l'autre côté, dit « Mais tout est possible, tout est possible, tout est possible, on peut tout changer. » Ben nous, on n'a pas à choisir un de ces deux barbaries-là. C'est-à-dire, ni tout est possible, et finalement, il n'y a aucune limite.
Pardon? Et tout se vaut. Et tout c'est beau, absolument, tout c'est beau, et à chacun sa vérité, bon, toutes ces conneries-là. Et alors, et de l'autre côté, la France, ou Dieu, ou je sais pas quoi. Non, on n'a pas à choisir entre ces deux-là. Résister, et vraiment résister, c'est résister à ces deux tentations-là. C'est résister à ces deux tentations-là. Il y a la fameuse phrase de Francis Scott Fitzgerald, je crois, qui dit que l'intelligence véritable, c'est de pouvoir concevoir deux idées parfaitement opposées sans bugger. Ouais. De pouvoir considérer deux idées qui paraissent a priori totalement opposées, de les sous-peser sans en fait aller se coller l'aiguille d'un côté. Bien sûr. Et de toute façon, l'idée c'est, si on est au milieu de deux rouleaux compresseurs, on sera écrasé. L'histoire montre que non. L'histoire montre que toujours, au-delà des victimes, des horreurs, toujours il y a eu quelque chose qui a fait qu'au contraire, c'est la défense de la vie qui l'a emporté. Vous voyez, envers et contre tout. Vous voyez, parce que souvent on dit, oui, mais là ça fait résistance ghetto de Varsovie, quoi. Tu résistes mais tu vas mourir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. L'histoire montre quelque chose de très optimiste, c'est qu'au contraire, aussi brutal ce fut la barbarie, en général, c'est au contraire, c'est quelque chose qui n'était ni d'un côté ni de l'autre qui a permis que la vie se développe. Merci. Bon, là, il est moins 20, je ne sais pas, est-ce que votre question peut se résumer très Oui, brièvement? c'était juste une interrogation par rapport à l'outil. De tout temps, l'outil a été un interface entre nous et la réalité. De tout temps, l'outil a formaté notre cerveau et de manière souvent inductive. On ne s'est jamais posé la question de ce qu'on perdait quand on utilisait un outil. Par contre, je crois que le monde a monté progressivement en complexité, et c'est ce que vous expliquez. Les zones qu'on libérait ont été toujours réemployées sur notre capacité à faire face à la complexité. Je me demande si aujourd'hui on n'est pas aussi dans un phénomène comme ça, où paradoxalement les dangers que vous craignez, qui sont une phase du problème, peuvent aussi ouvrir un champ à des outils qui vont du coup employer libérer notre cerveau sur des zones qu'on va employer différemment et qui peut-être, en tout cas moi c'est le pari que je fais, vont nous permettre dans des sociétés d'accepter d'exprimer beaucoup plus les singularités de chacun, et que demain la complexité de l'essence fera qu'on serait plus sur des grandes règles, des grands machins où on serait tous des gens hyper conditionnés par plein de choses, où demain ça donnera des espaces de liberté justement pour que chacun puisse vivre en tant qu'individu et plus dans une logique de liberté augmentée, j'allais dire. Alors, de toute façon, c'est la seule possibilité. C'est-à-dire, la seule possibilité, c'est que, comme toujours, les vivants ont pu faire avec les sauts de déterritorialisation, qui sont la langue, ou l'écriture, n'est-ce pas, ou certaines techniques. À chaque fois qu'il y a eu des sauts de déterritorialisation, c'est-à-dire dans lesquels le corps était plutôt capturé par des fonctionnement non corporel, pour ça, etc. À chaque fois, quand même, il y a eu une régulation qui a permis que, voilà, le vivant se modifie, s'adapte, s'adapte, c'est pas un mot qui me plaît, moi, qui coévolue en modifiant l'outil, en prenant la langue aussi comme un outil ou l'écriture comme un outil, et la coévolution a modifié les nouveaux outils et les vivants. Le défi aujourd'hui, c'est effectivement comment est-ce que nous allons, en tant que vivants, coloniser ce nouvel outil de façon que ça n'écrase pas les vivants. Mais donc, l'époque est une époque de danger maximum. C'est une époque de danger maximum. Mais si on réussit à que tout ceci ne finisse pas mal, si on réussit, c'est évident, ça ne sera pas l'humain d'aujourd'hui, ça ne sera pas le vivant d'aujourd'hui, ça sera un nouvel hybride différent, qui va trouver sa singularité, sa liberté, sa pensée, sa complexité, sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas quelle forme va prendre le nouvel agencement de la vie sur Terre. Et ce qui est drôle, c'est que dans toute la science-fiction, toujours on a pensé que cette hybridation allait faire pousser une antenne là, ou des têtes comme ça, et des corps petits. Et alors, on ne voit pas l'hybridation parce qu'effectivement, phénotypiquement, grosso modo, on reste pareil qu'avant. Et au fait, l'hybridation est là. Et alors donc, la vraie question, c'est quelle forme sociale,
comment va s'articuler la nouvelle bête, vous voyez, la nouvelle bête sera une bête au moins avec 3 éléments. L'écosystème, la culture et la technique. N'est-ce pas? Alors donc, effectivement, je pense qu'il y aura une nouvelle alliance, pour parler comme Prigogine et Stenger, n'est-ce pas, dans son bouquin, une nouvelle alliance entre l'animal et l'homme, les rapports entre l'humain et la nature, et là-dedans aussi la technique. Alors, nous devons tout faire pour que cet agencement ne soit pas un agencement liberticide ou écrasant de la liberté. Mais qu'il y aura un nouvel agencement, ça c'est inévitable. La question c'est si cet agencement-là est fait de façon néolibérale, technicienne, performance, etc., c'est une horreur. La question c'est quelle de deux formes? La forme à eux, pour dire comme ça, on la voit, ça ne nous plaît pas trop. La nôtre, on n'a aucune idée. Voilà. Ça dépendra de ce qu'on fera. Bon, écoutez, merci pour votre attention. Merci.